bien, en webinaire, hein, dû notamment au contexte sanitaire. C'est vrai que les matinées de la prévention, c'est un type d'événement qu'on a euh, lancé euh, l'année dernière en présentiel et puis cette année, on débute par un webinaire. Quand on voit le nombre d'inscrits, c'est vrai que ça va nous pousser à faire de plus en plus de webinaires, je pense, puisque vous avez répondu présent. Alors, la thématique du jour est la prévention des risques dans la filière technique. L'événement va durer à peu près 1 heure et demie. Alors, l'objectif des matinées de la prévention, c'est d'essayer d'être au maximum sur de l'échange avec les participants. Alors, en webinaire, ce n'est pas forcément le plus évident, mais on a essayé de construire quand même ce webinaire en vous incitant à participer, vous allez le voir. Parce qu'on va commencer notamment par quelques questions sous forme de quiz auxquelles vous allez pouvoir répondre depuis chez vous. Et puis ensuite on aura la présentation de ce webinaire sous l'angle des 9 principes généraux de prévention appliqués à la filière technique. Et enfin, on terminera par un cas pratique, où là encore, vous serez sollicité pour nous apporter votre point de vue, votre expérience et vos idées. Également, en fin de webinaire, il y aura un temps d'échange. Donc, vous pouvez, tout au long du webinaire, conserver vos questions dans un coin de votre tête et nous les poser à la fin. De toute façon, nous, avec Madame Kebo, on restera connecté pour répondre à toutes vos questions si vous en avez. Donc, voilà pour la présentation de cet événement. On va commencer par se présenter. Donc déjà, je tiens à vous remercier pour votre très nombreuse, très grande participation à ce premier webinaire de la matinée de la prévention. Donc Elisa Kebo, je suis conseillère en prévention des risques professionnels et agent chargé de la fonction d'inspection, ACFI, le terme ACFI qu'on entend régulièrement. On est donc au niveau du service hygiène sécurité, on est 3 dans le service. Notre mission principale est l'inspection en santé et sécurité au travail. C'est vraiment ce qu'on fait la majeure partie de notre temps de travail. À côté de ça, on a aussi d'autres missions secondaires telles que l'animation de formation, donc formation assistant de prévention, formation des membres CHSCT, et puis également des formations plus thématiques à destination des agents de terrain, donc tout ce qui est par exemple si ils sont en de chantier, gestes et postures, sauveteurs sécurité du travail, risques chimiques, etc. À côté de ça, on accompagne aussi les collectivités sur des thématiques plus précises telles que l'élaboration du document unique. Voilà. On est aussi à disposition de toutes les collectivités de Seine-et-Marne pour toute demande, tout questionnement en attrait avec la santé et la sécurité au travail, donc soit par téléphone, soit par courriel. Donc là, vous avez mon adresse mail qui est affichée sur la diapositive. Donc il ne faut pas hésiter à solliciter le service si vous avez des questions. Voilà, je laisse du coup Antoine Beauchef se présenter à son tour. Alors, donc moi, pour me présenter, donc, je suis Antoine Beauchef, je suis l'ergonome du centre de gestion. J'interviens dans toutes les collectivités de Seine-et-Marne, avec principalement deux versants. La partie maintien dans l'emploi, donc où j'interviens pour des agents qui sont en situation de handicap et afin d'analyser leur poste et de trouver des solutions d'aménagement pour les maintenir dans leur activité, et également le versant prévention, où là, je fais également des études ergonomiques, des études de poste pour tous les métiers de la fonction publique territoriale, avec pour vocation de trouver des solutions en prévention afin de limiter les risques auxquels sont exposés les agents. J'ai également un volet de formation où j'anime au sein des collectivités des formations, notamment sur la thématique du travail sur écran. Donc voilà un petit peu pour mon activité. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous demander à vous de vous présenter. Alors, on va faire ça sous forme de sondage, puisque l'outil Teams nous le permet. Alors, c'est une grande première. On va espérer que
que tout fonctionne. Comment ça va se dérouler? Vous allez avoir des questions qui vont vous être posées pour vous présenter. Deux cas de figure, soit vous avez téléchargé le logiciel Teams et dans ce cas-là, vous allez voir apparaître le sondage directement sur votre écran. Et si vous êtes passé par votre navigateur Internet, donc Chrome, Mozilla, Internet Explorer, vous allez devoir aller dans le petit onglet Afficher la conversation. Donc, c'est la bulle avec deux traits. Et vous allez voir apparaître la question et les propositions de réponse. Donc, première question déjà, pour que vous puissiez vous présenter à distance. Est-ce que vous pouvez nous indiquer quelle est votre fonction au sein de votre collectivité? Est-ce que vous êtes directeur, directrice ou gestionnaire en ressources humaines? Est-ce que vous êtes encadrant d'un service technique, conseiller ou assistant de prévention, DGS, secrétaire de mairie, représentant du personnel au CHSCT ou autre? Voilà, donc normalement, vous avez la possibilité de répondre à ce sondage dans le chat ou bien directement depuis votre écran. Je vais vous laisser quelques instants pour répondre. Donc peut-être que c'est en train de charger de votre côté également sur le questionnaire. Alors, non, alors vous avez en effet la possibilité de nous répondre dans le chat comme vous le faites, mais sinon, voilà, vous avez vraiment le sondage qui s'affiche. Alors, je vois qu'il y a déjà eu pas mal de réponses. Donc, on voit que la plupart des participants, enfin quasiment la moitié, sont conseillers ou assistants de prévention. On a également plusieurs personnes travaillant en ressources humaines et également aussi des encadrants d'un service technique. Donc c'est assez intéressant. C'est assez intéressant de voir que on a des participants un peu ayant différentes fonctions, mais finalement tout le monde avec quand même un rôle dans la prévention des risques. On va le voir dans la suite de ce webinaire. Alors, on va passer à une seconde question, peut-être pour cibler un petit peu les collectivités qui sont parmi nous, avec comme question, eh bien, quelle est la taille de votre collectivité? Parce qu'on le sait, en Seine-et-Marne, on a eh ben, des très grosses collectivités et également beaucoup de très petites collectivités. Alors, c'est intéressant de voir aujourd'hui parmi vous quelles sont les collectivités qui suivent ce webinaire. Alors, vous allez avoir pareil, le sondage qui va s'afficher. Je vous laisse quelques instants pour répondre. Alors, donc on a un petit peu l'ensemble des réponses. Alors, ce qu'on peut voir, ah oui, donc c'est quand même intéressant de voir que la moitié à peu près des participants sont quand même dans une collectivité de plus de 150 agents. Voilà, ça s'équilibre un petit peu avec 50 à 149 agents. Et finalement, peu de très petites collectivités qui sont représentées ici. Donc voilà, c'est quand même intéressant de voir parmi les participants plus de 150 agents qui sont majoritairement représentés.
Donc on sait très bien que les moyens ne vont pas du tout être les mêmes entre les très petites collectivités et les grosses collectivités. Donc il y a bien sûr des particularités dans la manière d'organiser la prévention, notamment dans la filière technique. Alors justement, autre sondage par rapport à la filière technique plus précisément, puisque c'est la thématique du jour. Si vous le savez, si vous savez combien d'agents appartenant à la filière technique votre collectivité comporte-t-elle? Est-ce qu'il y a moins de 3 agents, 3 à 10 agents, 11 à 29 ou 30 agents et plus? Donc normalement, on va avoir des réponses qui vont être aussi en lien avec la taille de votre collectivité, bien évidemment. Alors, le sondage s'est affiché. Alors, bon, bah, dans la continuité de la précédente question, hein, on voit qu'on a quand même la moitié des participants qui ont des assez gros services techniques, hein, avec 30 agents et plus. Et puis ensuite, un tiers des participants qui ont un service technique de 11 à 29 agents. Donc, c'est sûr que la manière d'animer la prévention va être différente, mais finalement, pour les plus grosses collectivités, aujourd'hui, c'est vrai qu'on va voir tous les leviers de prévention qui existent, et ils sont d'autant plus déterminants lorsqu'on a une équipe de service technique relativement importante. Alors, pour basculer plus sur la prévention, une prochaine question, je vais laisser Elisa prendre la parole. Alors, avant-dernière question, savez-vous, êtes-vous au courant ou vous-même êtes-vous, un assistant de prévention ou un conseiller de prévention est-il nommé au sein de votre collectivité? Donc oui, un ou plusieurs, ou alors non, ou alors vous n'êtes pas au courant d'un éventuel assistant de prévention. Alors normalement, pareil, le sondage va s'afficher. Voilà, hein, je rappelle, pendant vous laissant le temps de répondre, que c'est une obligation, hein, instituée par le décret 85-603, que chaque collectivité territoriale doit désigner un assistant de prévention ou un conseiller de prévention. On a 2 niveaux, et leur fonction est d'assister l'autorité territoriale dans la démarche d'évaluation des risques et puis dans les démarches de prévention des risques professionnels. Alors les assistants de prévention sont plutôt, on va dire, assez démocratisés. On a aussi un peu de conseillers en prévention, mais un petit peu moins. On les retrouve surtout dans les grosses collectivités, qui ont les moyens d'avoir un poste, pas forcément à temps plein, mais un poste qui va être un peu plus construit, où la personne aura un temps un peu plus alloué. Voilà. Alors je vois qu'en grande majorité, quand même à 80 vous avez répondu oui, il y a un assistant de prévention, un conseiller de prévention, donc ça, c'est une très bonne chose. Après, on rencontre quand même généralement une problématique de moyens, hein. Les assistants de prévention nous expliquent souvent qu'ils ont du mal à trouver le temps nécessaire pour efficacement en fait assurer leur mission. Voilà. Donc enfin, dernière question justement pour continuer sur ce temps, que vous soyez assistant de prévention ou conseiller de prévention ou autre, quelle est la proportion de votre temps alloué aux actions de prévention des risques professionnels? Donc soit aucun temps n'est alloué, ou vous ne consacrez aucun temps à ces actions de prévention, ou moins de 10%, entre 10 et 50%, ou alors plus de 50% de votre temps de travail. Donc je vous laisse quelques instants pour répondre, hein. Alors là, les résultats sont plutôt variables. Bon, en majorité, on est à moins de 10% actuellement. Après, il y en a, voilà, 30% sur 10 à 50%. Donc c'est intéressant. Alors c'est intéressant aussi de signaler que finalement les actions de prévention ne sont pas qu'à la charge des éventuels assistants au conseil de prévention, hein. Finalement, il y a beaucoup d'acteurs qui rentrent en jeu dans les démarches de prévention. On va avoir déjà le service de ressources humaines qui a un rôle fondamental, hein, tant bien dans la carrière
les agents que dans les dispositifs de formation. Mais en fait, finalement, tout encadrant aussi, de par son rôle de manager, va avoir une forme de responsabilité, puisqu'il a un pouvoir de décision, un pouvoir hiérarchique. Et donc, il est sur le terrain le premier maillon en termes de prévention directe auprès de ses agents. Alors, on a terminé avec les questions de présentation. On va maintenant passer vraiment sur le sujet qui nous intéresse et peut-être tout d'abord vous présenter ou vous représenter pour ceux qui étaient venus sur la première matinée de la prévention l'an dernier, les objectifs. Comme j'ai dit, les matinées de la prévention, ça a vocation à être plutôt des ateliers, finalement, où l'objectif, c'est d'échanger entre agents de collectivité, de faire du partage d'expériences. Et pour nous, en tant qu'intervenants, d'essayer d'expérimenter des nouveaux formats d'ateliers basés sur des choses ludiques, sur de l'échange, du retour d'expérience. Donc aujourd'hui, en webinaire, ce n'est pas le plus évident, mais voilà, c'est l'objectif général des matinées de prévention. Il y en a plusieurs qui sont organisées dans l'année. On vous les communiquera au fur et à mesure. Notamment cette année, il devrait y avoir 2 autres événements, donc on les communiquera également. Aujourd'hui, l'objectif, un objectif assez global, c'est un petit peu d'appréhender les risques professionnels des métiers techniques. Nous, on a choisi de vous présenter ce webinaire sous l'angle des 9 principes généraux de prévention. Donc, vous allez comprendre dans la suite du webinaire et découvrir peut-être ces 9 principes généraux de prévention, avec toujours l'objectif de mener des réflexions de terrain. Donc, on va apporter des exemples concrets sur des situations du quotidien des collectivités. Alors, donc, concernant la prévention des risques dans la filière technique, pareil, on va faire une petite introduction. En plus, ça a plutôt bien marché, donc on va vous reproposer des sondages pour voir un petit peu votre vision, hein, de la prévention des risques, de la filière technique. Donc, premier sondage, à votre avis, hein, quelle est la filière dans la fonction publique territoriale la plus impactée par les maladies professionnelles? Donc pareil, vous avez le sondage qui va s'afficher, vous allez pouvoir répondre. Donc dans la fonction publique territoriale, on a approximativement 230 métiers qui sont répartis dans 8 filières. On a à peu près 55 cadres d'emploi, donc une grande variabilité de métiers. Donc voilà, et les maladies professionnelles, hein, qui peuvent être de tout type, mais qui sont généralement, hein, des troubles musculo-squelettiques. Alors, le sondage est sans appel. On voit que vous êtes 96%, 90%, c'est un petit peu en train de changer. Donc plus de 9 sur 10 à penser que la filière technique est la plus impactée par par les maladies professionnelles. Alors, en effet, hein, on a vraiment dans la filière technique le plus de maladies professionnelles. On a des statistiques, hein, du département de Seine-et-Marne, donc en 2017, qui nous montrent que 73% des maladies professionnelles sont dans la filière technique. Donc c'est vraiment majoritaire. Et puis en deuxième place, filière sanitaire et sociale, donc médico-sociale. Et puis en troisième place, la filière administrative. Mais vraiment, la filière technique largement en première place. Alors bien sûr, c'est le contexte de pénibilité au travail dans les activités de services techniques. Et puis un contexte aussi avec du personnel vieillissant, un allongement des carrières, relativement souvent une diminution des effectifs. Et donc, la filière technique est logiquement en première place avec des postes, on le sait, qui sont assez difficiles à tenir en fin de carrière. Deuxième sondage, à votre avis, au sein de la filière technique, quel est le poste représentant le plus de demandes de reclassement? Donc, sur quel type de poste est-ce qu'on aboutit à des demandes de reclassement? Alors, on vous laisse répondre également dans le sondage, peut-être
peut-être une question un peu plus difficile. On va peut-être avoir des réponses plus variées que pour le premier sondage. Donc, agent de voirie, mécanicien, agent de menuiserie, agent d'entretien ou agent de restauration. Donc, je vous laisse quelques instants pour répondre. Alors, ce qui ressort en première position, donc c'est agent d'entretien. Un petit peu plus de 50% des répondants pensent que ce sont les agents d'entretien qui font l'objet du plus de demandes de reclassement. Et ensuite, on a quasiment à égalité, allez, en deuxième place, les agents de voirie, et en troisième place, 20% des personnes pensent que ce sont les agents de restauration. Alors, au sein de la filière technique, ce sont vraiment les agents d'entretien qui sont le plus exposés aux demandes de reclassement. Au sein de la fonction publique territoriale, c'est même 25% des demandes de reclassement qui concernent les agents d'entretien, donc ce qui est non négligeable. Et en seconde place viennent les agents de restauration, hein, notamment avec tout ce qui est répétitivité des gestes, etc. Donc ils sont vraiment concernés par cela. Et au sein de la fonction publique territoriale, en troisième position, donc ils ne sont pas dans la filière technique, mais pour votre information, ce sont les agents de crèche et de petite enfance qui font l'objet également de demandes de reclassement. Alors majoritairement, hein, si on parle de la répartition hommes-femmes en termes de demandes de reclassement, sont plus majoritairement les femmes. 76% des demandes de reclassement sont pour des agents féminins. Donc ça, ce sont des statistiques qui datent un petit peu de 2014, mais finalement, ça n'a pas beaucoup changé depuis. Donc enfin, pour terminer sur cette introduction du sujet, des questions maintenant un peu plus orientées prévention des risques. Selon vous, quelle est la proportion des collectivités, collectivités donc confondues, hein, que ce soit des communes, des intercommunalités, des syndicats à compétences spécifiques, qui disposent d'un document unique d'évaluation des risques professionnels, hein, le DU? Voilà, est-ce que vous estimez que c'est aux alentours de 20%, plutôt 30%, plutôt 50% ou plutôt 70% ou même encore au-delà? Je vous laisse quelques temps pour répondre. J'en profite aussi pour faire une parenthèse. J'ai cru voir que quelqu'un n'avait pas de son. Alors, le webinaire est enregistré, donc on pourra s'organiser après pour faire parvenir l'enregistrement pour ceux qui ont des problèmes de son, parce que c'est vrai que sans les commentaires audio, ça perd beaucoup de son contenu. Alors, le document unique, on va l'aborder hein, dans les 9 principes généraux de prévention. C'est une obligation de base hein, qui date un petit peu maintenant. Et donc au niveau des résultats, on voit que voilà, majoritairement, vous estimez qu'une collectivité sur 2 dispose de son document unique. Et en effet, on est à peu près sur ces chiffres-là. Alors là, les résultats qu'on a datent de 2016, hein, d'une enquête de la DARES qui englobe aussi bien les fonctions de l'État que la fonction publique territoriale. Ça a pas, enfin, ça a un petit, le chiffre a un petit peu évolué depuis, mais on est encore bien loin des 100% attendus finalement, puisque toute collectivité, hein, même s'il y a un seul agent, même pas à temps plein, doit avoir un document unique d'évaluation des risques professionnels. Au-delà de savoir s'il y a un document unique ou s'il n'y en a pas, se pose également la question finalement de la mise à jour et de l'exhaustivité de l'évaluation. On sait qu'une collectivité est régulièrement amenée à changer, à évoluer, de par l'augmentation, de par les orientations politiques, et donc les services, les activités des agents évoluent également. Ce qui fait que ce document unique doit pouvoir suivre cette évolution et toujours retracer quasiment au jour le jour l'exposition des agents aux risques professionnels. Et on constate malheureusement beaucoup trop souvent qu'il y a des évaluations, mais elles sont finalement complètement obsolètes puisqu'elles datent de plusieurs années et du coup inexploitables par la collectivité. Enfin, dernière question, quelle est selon vous la cause principale d'accidents de travail au sein des collectivités territoriales? Alors on aurait pu en mettre plein d'autres items, là on a mis agression, violence, manutention manuelle, chute de hauteur, outils à main, il y en a plein. On sait aussi que la majeure partie des accidents sont multifactoriels, hein, on a plusieurs causes qui rentrent dans les mécanismes de survenue de l'accident de travail. Mais voilà, selon vous, quelle est la cause majeure?
Et là, on est à 20 votes et en effet, 95% vous répondez manutention manuelle et vous avez complètement raison, puisque c'est la cause numéro 1 des accidents, des déclarations d'accidents de travail. Alors là, les chiffres datent de 2019 de la Banque nationale de données, rapport statistique de la CNRACL et qui pose en première position tout ce qui est manutention manuelle, port de charge et qui est suivi de près par tout ce qui est chute et glissade de plein pied. Voilà, j'ai chuté, j'ai glissé, etc. Et la troisième cause, ça va être tout ce qui est chute et glissade de hauteur. Donc, par exemple, une chute dans les escaliers, c'est une chute de hauteur. On a ici donc les 3 premières causes qui expliquent la majeure partie des accidents de travail. Donc on a terminé sur cette partie introductive de notre sujet. On va aborder du coup maintenant le cœur de notre webinaire qui est la présentation des risques propres à la filière technique par les 9 principes généraux de prévention. Alors c'est un choix qu'on a fait de présenter et d'articuler ce webinaire autour des 9 principes généraux de prévention parce qu'on constate malheureusement sur le terrain que la logique même, la philosophie de ces principes ou même juste la connaissance de ces principes est très souvent oubliée ou délaissés dans les actions de prévention, dans les politiques de prévention des collectivités. Ça relève d'ailleurs plus d'actions de protection que d'actions de prévention. Et donc, on a trouvé ça intéressant de pouvoir présenter des risques qui sont très particuliers de la filière technique au regard de ces 9 principes généraux de prévention. Alors, pour rappeler rapidement et succinctement la base, l'obligation générale de l'employeur, issue d'une directive européenne de 1989, conformément à celle-ci, l'employeur public ou l'employeur privé, c'est la même chose, doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité physique et mentale des travailleurs. Donc c'est l'article 4121-1 qui a été introduit par la loi de 91 dans le Code du travail. Et cet article prévoit que ces mesures doivent comprendre des actions de prévention, des actions professionnelles, des actions d'information et de formation auprès des travailleurs, et puis la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Donc en gros, ça explique qu'il faut mettre en place une politique de prévention au sein des établissements. L'article suivant, le 4121-2, instaure les 9 principes généraux de prévention. Donc, je ne vais pas tous vous les lire puisqu'on va les aborder un à un. Ce qui est important de retenir finalement, c'est que l'application de ces principes va résulter d'une démarche, d'une façon de penser qui va convenir de s'approprier progressivement pour développer des bons réflexes en prévention. Là, j'attire votre attention sur un point, c'est que tous les principes n'ont pas vocation à être appliqués dans toutes les situations. Ce n'est pas un problème tant que ceux finalement qui étaient pertinents ont été utilisés. Voilà. Pour vous rendre ça plus concret, on va passer les 9 principes, on va prendre chaque exemple, chaque principe général de prévention, et on va vous présenter une situation de travail qui pourrait s'y raccrocher, que l'on pourrait retrouver aussi dans la filière technique. Alors le premier principe, le tout premier principe que l'on doit rechercher auquel on doit répondre, c'est éviter les risques. Alors là, la situation classique, on voit un agent qui est positionné sur une situation de travail en hauteur, hein. Il est debout sur une chaise, en train d'effectuer une opération en hauteur. Alors on pourrait se dire, voilà, première réaction, bah, il utilise une chaise d'école, une chaise de réunion. C'est un équipement qui est finalement pas adapté au travail en hauteur. On pourrait voilà, lui mettre à disposition un équipement plus adapté, un escabeau avec plateforme, etc. etc. Et ben finalement, avoir ce premier réflexe ne répond pas à la logique du premier principe de prévention, qui est d'éviter le risque. Là, pour répondre à ce principe, c'est plutôt se dire qu'est-ce qui fait que cet agent va se mettre en hauteur, quelle est cette opération qui nécessite d'être en position de travailleur en hauteur, et qu'est-ce qu'on peut faire pour complètement éviter la situation même de travail en hauteur. Autrement dit, éviter les risques, c'est se poser la question en amont de savoir pourquoi est-ce qu'on fait cette activité, cette opération, pourquoi est-ce qu'on le fait ainsi, est-ce que c'est obligé, est-ce qu'il n'y a pas d'autres alternatives pour faire autrement. Et s'obliger à répondre à ces questions sans se précipiter, de manière collective, peut révéler qu'en fait, certaines pratiques relèvent plus de l'habitude que de la réelle nécessité. D'accord. Donc, c'est un principe qui a été créé pour donner l'ultime priorité en matière des risques. Voilà, si on veut résumer, c'est ne pas essayer de trouver une solution au problème et faire en sorte que le problème même ne se pose pas.
Si voilà, le travail en hauteur est inévitable, si cette opération est indispensable, alors dans ce cas, on passe au second principe, qui est l'évaluation des risques. On évalue les risques qui ne peuvent pas être évités. Et là, finalement, on se raccroche complètement au document unique d'évaluation des risques professionnels. Là, on a mis une photo donc, pour illustrer les opérations d'entretien. Un agent d'entretien classique, tout ce qu'il y a de plus banal, qui va réaliser l'entretien des locaux d'une mairie, d'une école, voilà, et qui va, dans ces opérations d'entretien, être exposé à différents risques. Ici, on va dire le point de vigilance, c'est de bien veiller à caractériser toutes les circonstances d'exposition, c'est-à-dire évaluer en effet les opérations d'entretien, mais toutes les opérations qu'on va trouver en amont et en aval pour pouvoir réaliser ces opérations d'entretien. L'agent, il va utiliser des équipements spécifiques dans son local technique pour pouvoir remplir les seaux, peut-être faire des mélanges, peut-être aussi reconditionner, puisqu'on parfois on a des gros bidons de produits qui finalement sont peut-être moins onéreux, mais qui obligent les agents à reconditionner dans des sprays plus petits, avec des risques particuliers. Et puis après, bah, finalement, c'est pareil, il faut vider le seau, il faut peut-être nettoyer ses équipements, il faut ranger, il faut peut-être réapprovisionner les stocks, etc. Et l'évaluation des risques doit prendre en considération toutes ces phases, toutes ces différentes phases. D'accord. Et si possible, également les phases anormales prévisibles, ce qui peut être récurrent. Alors ça, il faut échanger avec les agents pour pouvoir se rendre compte des aléas. Mais voilà, des versements accidentels, l'utilisation d'un produit de substitut parce qu'on a une rupture de stock sur le produit principal, etc. Voilà, et l'évaluation, bah, finalement, va permettre, in fine, de hiérarchiser les risques pour pouvoir définir des priorités qui aboutiront à un plan d'action que l'on verra dans un principe suivant qui est la planification des actions de prévention. Il n'y a pas de méthode absolue, c'est-à-dire que le Code du travail demande à ce qu'il y ait une évaluation des risques, mais après, libre à la collectivité d'utiliser la méthode qui lui correspond le mieux en fonction de sa taille, en fonction de ses opérations, puis en fonction des compétences qu'elle a en interne. D'accord. Parce qu'il y a j'en ai parlé tout à l'heure, une obligation de veiller à une mise à jour. Et donc, il faut s'assurer que finalement, on aura toujours dans le temps les compétences nécessaires pour pouvoir faire l'évaluation sans forcément faire quelque chose qui est trop complexe parce qu'il doit pouvoir être accessible et compréhensible par la majeure partie des agents. Alors, j'en profite parce que je vois une question donc, du coup sur est-ce que le document unique est obligatoire pour une quantité de 37 agents? Il est obligatoire à partir du moment où il y a un agent. Voilà, c'est une obligation à partir du moment où on a un employeur et on a un travailleur, il doit y avoir cette évaluation des risques. Donc qu'on soit 2, 3, 10 ou 1500 agents, l'obligation est la même pour toutes les collectivités territoriales. Privé, c'est pareil. Pour le troisième principe, je laisse la parole à Antoine sur combattre les risques à la source. Alors, en effet, dans la continuité des principes généraux de prévention, le troisième est combattre les risques à la source. Alors là, j'ai souhaité prendre une situation tout à fait classique qu'on retrouve dans quasiment toutes les collectivités, euh, qui est le matériel aux espaces verts. Alors, combattre le risque à la source, ça veut dire qu'on traite l'origine de la nuisance, sa cause. Idéalement, ça peut d'ailleurs nous permettre de revenir au premier principe de prévention, c'est-à-dire éviter les risques. Mais combattre les risques à la source, ça doit au minimum nous permettre de réduire les effets de ces risques sur les agents. Donc, dans les services techniques, eh bien, on a l'achat et l'utilisation d'équipements aux espaces verts. On retrouve quand même fréquemment l'usage d'engins thermiques qui posent en matière de risque différentes problématiques. Euh, Déjà en termes de produits chimiques pour le carburant, son stockage, son approvisionnement, et puis pour l'entretien également du matériel. Sur des engins thermiques, on a aussi une problématique qui va être liée au poids de l'équipement et puis également à l'émission de bruit de cet équipement. Alors, même si on a théoriquement les agents qui portent des EPI, mais on a quand même une source de bruit importante qui est émise par ce type d'équipement. Alors, l'objectif, finalement, par rapport au matériel, ça va être de se poser la question, est-ce que je peux combattre ces risques par rapport au matériel, sur le chimique, sur le bruit et sur la manutention, le poids des équipements?
Généralement, le passage à des équipements électriques, par exemple, va nous permettre de supprimer plusieurs risques connus, sur le plan chimique tout d'abord, mais aussi en termes de sonore et de manutention, puisqu'on réduit le poids des équipements et on réduit également la pression acoustique de ce type d'équipement. Alors, sans forcément parler d'équipements électriques, on peut déjà faire l'exercice de comparaison entre deux souffleurs thermiques. Par exemple, donc des souffleurs à dos. Je vais prendre cet exemple-là. Généralement, le matériel en service technique, il est choisi, on le renouvelle en reprenant régulièrement le même matériel, la même marque, parce que les agents connaissent et apprécient cet équipement. Aussi, et souvent, c'est lié à des questions budgétaires, on va plutôt tendre à prendre le matériel qui est le moins coûteux. Néanmoins, entre deux souffleurs à dos thermiques, il peut déjà y avoir des différences non négligeables. Le poids, déjà, hein, si on fait la comparaison entre différentes marques, et y compris sur des gammes standards, on peut arriver à des poids qui varient entre 7 et 13 kg, donc quasiment du simple au double. Donc quand on sait que l'équipement est porté sur le dos sur des temps relativement prolongés, eh bien ça pose question quand même. Du simple au double, il y a quand même une possibilité de combattre ce risque à la source avec du matériel plus léger. Également, en termes de pression acoustique, hein, de décibels, ça peut aussi énormément varier entre deux équipements. On a sur des souffleurs à dos des équipements qui vont avoir une pression acoustique de 110, 111, 112 décibels et jusqu'à 119. Quand on compare deux modèles de souffleurs thermiques à dos, on pourrait en voir un à 116 décibels et un à 119 décibels. Quand on lit la fiche technique, on pourrait penser que la différence, elle est relativement faible. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les décibels, ce n'est pas une échelle linéaire, ce qu'on appelle une échelle logarithmique. Et en fait, tous les 3 décibels, chaque augmentation de 3 décibels multiplie la quantité de bruit par 2. Donc en fait, entre 116 et 119 décibels, eh bien, il y a une différence non négligeable, hein, le bruit est multiplié par 2, hein, de manière assez schématique. Donc finalement, on a aussi des possibilités de s'intéresser à ces questions-là. Quand on est dans le cadre d'un renouvellement de matériel notamment, c'est quand même une formidable occasion de se questionner sur est-ce que le matériel qu'on utilise au quotidien pourrait être encore plus adapté et pourrait venir combattre ces risques à la source. Donc ça, c'est le troisième principe de prévention. Le quatrième que je vais vous présenter également est adapter le travail à l'homme. Alors là, en tant qu'ergonome, notre métier s'appuie réellement sur ce quatrième principe de prévention. Adapter le travail à l'homme, c'est faire en sorte que ce soit l'environnement et le matériel qui puissent permettre de réaliser le travail dans de bonnes conditions. De manière très caricaturale, on ne va pas seulement dire à l'agent plie tes jambes pour prendre une charge au sol, mais on va plutôt, à l'aide de ce principe de prévention, faire en sorte que le matériel à manutentionner soit positionné à hauteur et évite la posture contraignante. Et en fait, dans toutes les situations de travail, quelles qu'elles soient, on peut toujours mener une réflexion en ce sens. C'est vraiment le travail de l'ergonome. Alors, par rapport à l'adaptation du travail à l'homme, moi, je trouve qu'il y a aussi une formidable opportunité de faire de la prévention primaire tout en économisant de l'argent. C'est lorsqu'on va concevoir un bâtiment ou réhabiliter un bâtiment existant. Je souhaitais prendre l'exemple d'un restaurant scolaire, même si ça s'applique également à tous les bâtiments que peuvent construire une collectivité. Dans un restaurant scolaire, on le sait, on a de la manutention qui va être ultra répétitive. On va avoir des flux d'usagers, donc là en l'occurrence des flux d'enfants qui vont venir aussi créer ou être un facteur aggravant de certains risques. Et également les ambiances sonores dans les restaurants scolaires. Alors ça doit être les remontées principales de la part des agents. C'est vraiment un risque qui est ressenti comme pénible pour les agents en restaurant scolaire. C'est le bruit lors des temps de repas. Adapter le travail à l'homme, c'est aussi finalement réfléchir idéalement en amont de la construction d'un bâtiment et d'anticiper l'ensemble de ces risques.
c'est réfléchir à comment on peut mettre les équipements au bon endroit, comment avoir des équipements les plus adaptés possibles qui soient le moins difficile à utiliser pour les agents. C'est réfléchir à toutes ces problématiques d'espace qu'on retrouve dans les restaurants scolaires, hein, en termes de flux entre le propre et le sale, sur les dimensions des espaces de préparation des repas. Et en fait, c'est équipé à la source avec du matériel qui soit adéquat et adapté à la situation de travail. Alors, je vous ai dit que c'était une économie d'argent, hein, de faire cette démarche en amont de la conception d'un bâtiment. Alors certes, la plupart des collectivités vont devoir s'entourer de compétences extérieures, donc notamment d'un ergonome. Et donc ça va avoir un coût, hein, une intervention de plusieurs jours selon la taille du projet, la taille du bâtiment. Mais au final, il suffit que l'intervention de l'ergonome permette d'éviter, sur toute la durée de vie du bâtiment, un seul accident du travail, une seule maladie professionnelle, et ça sera déjà totalement rentable. Quand on sait que la durée de vie d'un bâtiment va varier, mais va se compter quand même en décennies, c'est quand même un objectif atteignable à l'aide d'une compétence extérieure, d'un ergonome, de faire cette démarche de prévention des risques, de démarche participative aussi auprès des agents, parce que ce sont les agents qui sont experts de leur activité de travail. Donc, le rôle de l'ergonome, c'est aussi de faire une démarche participative avec eux et tout simplement une démarche de terrain, hein, d'analyse de l'activité réelle. Donc, en fait, l'intervention d'un ergonome dans un projet de conception, quand on voit le coût d'un bâtiment se compte en centaines de milliers d'euros et en millions d'euros, finalement, le coût de l'intervention de l'ergonome, c'est une goutte d'eau et ça permet d'économiser de l'argent. Également, et ça, je suis sûr que dans vos collectivités, vous l'avez tous expérimenté, on a un nouveau bâtiment flambant neuf qui est livré et très rapidement, les agents se rendent compte qu'il y a des choses qui sont totalement inadaptées, qui n'ont pas été anticipées à la conception sur des positionnements de locaux. Par exemple, pour les agents d'entretien, est-ce qu'on a bien anticipé les espaces de stockage à tous les étages du bâtiment? Pour les agents de restauration, est-ce que la taille de la cuisine est bien dimensionnée? Est-ce que les équipements sont positionnés à l'endroit le plus adapté? Enfin, voilà, on peut faire toute cette logique-là en amont de la construction d'un bâtiment pour adapter le travail aux agents. Et c'est vraiment, je le répète, une formidable occasion de faire de la prévention primaire à un coût qui est tout à fait négligeable par rapport au projet. Alors, cinquième principe général de prévention, qui va être tenir compte de l'état d'évolution de la technique. Euh, J'aurais pu prendre encore l'exemple des agents en espace vert, services techniques, mais là, j'ai souhaité parler des équipements adaptés pour les agents d'entretien. Ce qu'il faut savoir, c'est que la technique, elle évolue sans cesse. La prévention, c'est de plus en plus un enjeu économique majeur. De plus en plus d'entreprises et de collectivités euh, mettent les moyens sur la prévention. Et donc, forcément, il y a un marché qui se développe et on a des entreprises en France ou à l'étranger qui se spécialisent dans la recherche technologique de matériel de prévention. Et ça, pour tous les corps de métier, on a des solutions qui émergent, on a du matériel qui devient de plus en plus adapté. Par exemple, pour les agents d'entretien, aujourd'hui, on a des balais incurvés qui permettent de limiter les risques lors du mouvement en S, hein, le mouvement en godille, avec des balais qui sont incurvés, qui permettent de limiter l'amplitude articulaire lors de l'effort, hein, pour les membres supérieurs. On a des brosses télescopiques qui permettent de faire tout ce qui est travail en hauteur en limitant l'élévation des membres supérieurs. On a même des brosses télescopiques, comme vous le voyez sur l'image, qui sont relativement modulables et qui permettent de venir vraiment faire l'entretien du dessus des armoires, par exemple, avec ce type d'équipement, sans avoir à passer sur du travail en hauteur. Donc ça fait aussi écho avec d'autres avec le premier principe de prévention. Euh, on a aussi, par exemple, des aspirateurs, hein, au même titre que pour les souffleurs à dos, qui sont de plus en plus légers et qui permettent de réduire aussi les risques liés à la manutention. Donc, on a des choses qui se développent petit à petit et qui permettent de diminuer les risques, de limiter les facteurs aggravants. Également, je vois un commentaire sur les méthodes de pré-imprégnation. C'est tout à fait vrai, hein. Ça permet de limiter le port de charge, ça permet de aussi fluidifier l'activité de travail avec des lavettes pré-imprégnées.
Mais tout ça, ça renvoie aussi à la conduite du changement quelque part, puisque on le sait, alors les agents d'entretien notamment sont beaucoup dans des habitudes de travail, de matériel, et quand on souhaite modifier les équipements, il faut anticiper la conduite du changement, c'est-à-dire faire évoluer les équipements, certes, mais faire adhérer les agents. Donc ça passe par du test de matériel, ça passe par s'appuyer sur les besoins réels des agents, pas simplement voir sur catalogue quelque chose qui a l'air intéressant, mais finalement, est-ce que les agents en ont vraiment besoin? Est-ce que ça répond à une problématique qui est présente? Également, voilà, toujours s'appuyer sur les agents, ne pas imposer le matériel, essayer d'être dans de la pédagogie. Parce que quand on impose du matériel, finalement, derrière, il n'est pas utilisé. Et donc, c'est de l'investissement économique et de temps qui est inutile. Voilà, ce qu'il faut retenir sur tenir compte de l'état d'évolution de la technique, c'est que ce qui n'est pas possible aujourd'hui peut tout à fait le devenir demain. Hein. Ce qu'on tolérait hier en termes d'utilisation de matériel, eh ben, peut-être qu'aujourd'hui, il y a des solutions qui ont été éprouvées sur le plan technique, qui sont relativement viables économiquement, même si on sait que tout ce qui est récent coûte un petit peu plus cher. Eh ben, il y a des choses qui sont disponibles sur le marché. L'employeur peut, et même il doit, exercer une veille technique à l'aide d'acteurs internes ou externes sur ce qui existe. Et être vigilant en cas de renouvellement de matériel, toujours se poser la question, plutôt que de recommander également exactement le même modèle, est-ce qu'il n'y a pas des choses depuis qui ont évolué, qui existent, et ne pas hésiter à prendre renseignement autour de vous sur ces solutions. Alors, il faut quand même avoir un point de vigilance important là-dessus, et je souhaite insister sur cela. C'est qu'il y a des nouvelles solutions qui apparaissent, qui sont souvent très bien vendues par des commerciaux, hein, qui savent aussi bien vendre leur matériel, et ça peut sembler tout à fait intéressant, mais au final, dans bien des cas, ça fonctionne pas toujours bien à court, moyen ou long terme. Donc voilà, être vigilant aussi là-dessus, toujours en complément, se renseigner, passer par du test de matériel. Alors ça, c'est vraiment l'idéal, d'arriver à se faire prêter du matériel ou de demander aux entreprises, aux commerciaux de venir sur place, de faire des démonstrations pour vraiment intégrer les agents à cette réflexion et éprouver ces solutions par rapport à votre environnement de travail, à celui de vos équipes. Et là, dans le cadre des agents d'entretien, vraiment au bâtiment qu'ils ont à entretenir, à nettoyer et voir si ça pourrait être adapté. Voilà. Par exemple, moi, en tant qu'ergonome du centre de gestion, fréquemment, des collectivités me contactent pour prendre des renseignements sur du matériel, savoir si c'est intéressant, pas intéressant, ce qu'il existe. Ça, vous pouvez tout à fait le faire, hein. Moi, je réponds volontiers à ces demandes. Voilà, pour ce cinquième principe général de prévention, on va passer au suivant et je laisse la parole à Elisa. Donc le 6e, et c'est très bien puisqu'on a finalement un commentaire qui permet de faire une transition parfaite, sur les produits avec, perturbateurs endocriniens. Donc le 6e qui est, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou ce qui l'est moins. Alors là, l'exemple parfait, finalement, c'est, l'usage des produits chimiques, hein. Alors agents chimiques dangereux, ACD, si on veut être précis dans la réglementation, c'est ainsi qu'ils sont nommés. Et on a en fait beaucoup de services en collectivité qui utilisent des produits chimiques, que ce soit des produits d'entretien pour l'entretien, les opérations d'entretien, mais aussi tout ce qui est produits utilisés par les agents techniques, en voirie, en bâtiment, en mécanique, etc. Donc on a vraiment un panel de produits utilisés qui est assez vaste. Et ce principe en fait impose à l'employeur de toujours rechercher à remplacer des techniques ou voilà, du matériel comme Antoine l'a présenté, ou en l'occurrence là dans notre exemple des produits, par des produits dont la dangerosité sera moindre. Alors, bien entendu, il y a l'évaluation des risques, hein, comme j'en ai parlé tout à l'heure, permettra d'identifier l'usage de ces produits, leur dangerosité, est-ce qu'ils sont étiquetés, quel est leur pictogramme de danger, et puis de trouver des solutions alternatives moins dangereuses. À savoir que la substitution, au moins l'étude de substitution, est obligatoire dès lors qu'on a affaire à des produits donc CMR, hein, cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques, comme on peut voir sur la photo, là, le petit bonhomme avec l'étoile. Et dans ce cas-là, l'employeur a l'obligation de mener des études pour rechercher la substitution de ce type de produit-là.
Dans tous les cas, maintenant, pour revenir aux produits d'entretien, on a quand même pu constater que l'offre en matière de produits d'entretien s'est largement étoffée ces dernières années avec l'arrivée de produits, ce qu'on parle de produits écolabellisés, hein, qui sont généralement quand même moins nocifs et puis moins allergisants pour les agents qui, eux, vont les manipuler au quotidien. Voilà, donc ça, c'est intéressant de faire cette démarche-là, de rechercher toujours à minimiser et à remplacer ce que l'on peut remplacer. Par contre, là, je rebondis sur ce qu'Antoine aussi a présenté, hein, comme tout changement, toute modification des pratiques de travail, il va y avoir forcément un temps d'étude qui sera nécessaire, un accompagnement des agents parce qu'on change de produit, peut-être que les méthodes d'utilisation des produits seront différentes, peut-être que voilà, leurs pratiques vont devoir évoluer en termes de temps d'efficacité, en termes d'équipement utilisé, en termes de procédure. Et donc, ce temps d'étude devra comprendre voilà, des temps d'observation, des points d'étape avec les agents pour pouvoir aussi avoir leur retour sur le terrain afin de recueillir voilà, leur retour d'expérience et pouvoir adapter si besoin. Donc ça, c'est intéressant, notamment, surtout que maintenant, les administrés sont de plus en plus aussi sensibilisés à la qualité de l'air intérieur. On a d'ailleurs l'obligation d'effectuer des contrôles depuis 2015 avec différentes échéances dans tous les établissements recevant du public. Et on sait que les produits utilisés, les produits d'entretien utilisés jouent un rôle quand même assez important dans la qualité de l'air intérieur que les administrés vont respirer ou que même les enfants vont respirer tous les jours. 7e principe, donc planifier la prévention en y intégrant dans un ensemble cohérent la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel. Alors ça a été raccroché plus tardivement au 7e principe. Là, cet aspect de la planification découle immédiatement du 2e principe que l'on a vu tout à l'heure, parce que le document unique, certes, c'est un document obligatoire, mais c'est surtout la base de toute démarche de prévention pour pouvoir correctement observer et évaluer les risques pour identifier des actions de prévention que l'on peut mettre en œuvre. Alors, je me raccroche à mon exemple de tout à l'heure, les opérations de nettoyage. On a vu qu'on avait l'opération même et puis les opérations nécessaires en amont, en aval. Et justement, c'est parfois dans ces opérations-là qu'on va pouvoir identifier le plus d'actions à mettre en œuvre. Et ces actions peuvent être variées avec des délais de mise en œuvre qui parfois peuvent varier également. On peut avoir par exemple pour remplir un seau, la possibilité d'installer un flexible, c'est peu coûteux, c'est rapide à installer pour limiter en fait, la manipulation et le fait de porter le seau à hauteur de l'évier quand on n'a pas un local qui est adapté. Et puis possiblement aussi des actions qui auront une mise en œuvre plus longue, une efficacité aussi peut-être plus accrue, mais qui vont nécessiter un investissement et peut-être l'intervention d'acteurs externes qui vont être intéressantes sur le long terme pour la santé des agents. Par exemple, ça peut être la réfection totale des locaux techniques ou alors multiplier les locaux techniques parce que parfois on a des mairies qui sont dans des bâtiments assez anciens et à l'époque, les normes de construction n'exigeaient pas d'avoir des locaux techniques, des locaux de stockage à chaque étage. Et donc, l'agent doit porter entre les étages son seau, etc. Et cette planification va justement devoir articuler éventuellement ces actions à court terme à efficacité moindre avec des actions à plus long terme, mais à efficacité plus importante également. D'accord. Le 8e principe, que je trouve très intéressant, c'est prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle. Alors là, vraiment, j'attire votre attention parce que vous voyez que finalement les EPI, équipements de protection individuelle, arrivent en avant-dernière position. C'est-à-dire qu'ils ne sont même pas dans le 8e principe, puisque le 8e principe dit que la priorité doit être donnée à la protection collective sur la protection individuelle. Donc ça, c'est intéressant parce que souvent, voilà, quand je mène une inspection et que je constate un risque particulier, mes interlocuteurs instinctivement auront tendance à me dire: «Ah bah oui, on leur donne tout ce qu'il faut, ils ont les casques, les chaussures, les gants, les lunettes et cetera». Alors, ils ont une panoplie de pays. Mais finalement, on se rend compte que là, si on essaye d'appliquer la logique, des 9 principes généraux de prévention, ça devrait arriver, presque en avant-dernier. C'est lorsque tous les autres principes n'auront pas pu être mis en place, ou auront été mis en place, mais le pays va venir en complément de cela.
Pour illustrer mon propos, on peut prendre l'exemple de l'assignation temporaire de chantier, hein. On va avoir l'assignation individuelle des agents avec leur gilet haut de visibilité, leurs chaussures, etc. Et le fait de venir en plus sur les chantiers qui nécessitent, les chantiers où il y a plusieurs agents qui travaillent, placer un engin, un véhicule en amont du chantier pour protéger de manière collective les agents sera d'une efficacité plus importante. Je laisse du coup la parole à Antoine pour le dernier principe. Alors, j'en profite juste pour dire que j'ai vu vos questions hein, dans le chat. Je les note et on y répondra en fin de webinaire. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas soit à les conserver pour la fin. Si vous les écrivez maintenant, je vais essayer de les noter et on les passera en revue pour le temps d'échange et de questions. Alors, concernant le 9e principe général de prévention, qui est donner les instructions appropriées aux travailleurs, moi j'ai souhaité prendre l'exemple alors de formation gestes et postures, alors ou PRAP ou autres, voilà, hein, elles peuvent avoir différents noms et on peut s'y mélanger. Ce qui est important de dire, c'est que les consignes au poste, ça comprend aussi toutes les consignes qui vont être liées à la prévention des risques, à la sécurité des agents. Bien sûr, on va voir que ce dernier principe général de prévention, il est en 9e position. C'est censé être le dernier recours, le dernier maillon de la chaîne. Trop souvent, dans les collectivités, on voit que la formation est plutôt mise en amont et que finalement, on zappe un petit peu les autres principes généraux de prévention, notamment l'aménagement de l'environnement de travail. Donc, on est censé faire cet exercice avant d'en arriver à la formation. Mais, on le sait, dans plusieurs activités de la fonction publique territoriale, et notamment pour les agents de restauration, c'est valable aussi pour tout ce qui est lié à la petite enfance, eh bien, on a des risques qui sont inhérents à des postures de travail, puisque le travail est fait à hauteur des enfants, avec du matériel qui est relativement bas, et donc des contraintes qui subsistent quel que soit l'aménagement effectué. Donc, à ce moment-là, oui, la prévention repose aussi sur les épaules des agents et la formation est un moyen de les accompagner, de les sensibiliser aux risques auxquels ils sont exposés et de leur donner des clés le plus possible pour limiter les problématiques liées aux postures effectuées, aux activités effectuées auprès des enfants. Alors, c'est des formations qui doivent, à mon sens, concerner toute la chaîne hiérarchique, c'est-à-dire aussi l'encadrement, afin que celui-ci puisse aussi être intégré et rappeler au quotidien les bonnes pratiques. Donc, ce n'est pas seulement les agents, mais aussi et surtout, ce qui est intéressant, c'est de baser ces formations sur l'évaluation des risques et également dans les métiers techniques sur la multi-exposition qu'on peut retrouver en termes de posture et de gestes effectués. Donc ça sous-entend que pour moi, une formation de ce type doit forcément être centrée sur le terrain. C'est-à-dire que les formations qui se déroulent uniquement en salle, c'est plutôt à éviter. Ce qui est vraiment efficace, ce sont les formations, alors certes, qui peuvent avoir une partie théorique, mais qui vont avoir une partie pratique au poste des agents, qui se déroulent dans les locaux de la collectivité. Et c'est ce qui permet d'être centré sur les risques propres, vraiment liés à l'activité, et qui répond aussi aux besoins, aux questions des agents. Donc ça, c'est un point qui est important pour ce type de formation. Donc voilà pour les 9 principes généraux de prévention qu'on a essayé d'appuyer avec des exemples. On va maintenant passer sur la 3e partie de ce webinaire qui est un cas pratique.
Alors, le cas pratique, on a voulu le rendre interactif dans la mesure du possible, malgré notre format webinaire. Donc, on va vous présenter une situation voilà, évoquée que l'on peut rencontrer malheureusement dans beaucoup de collectivités. Et on va essayer d'échanger sur cette situation. Donc, Monsieur A, 58 ans, travaille au sein du service des espaces verts dans une équipe de 6 agents. Et depuis plusieurs années, il est en difficulté sur son poste de travail. Après de nombreux arrêts, plusieurs accidents de service, une déclaration de maladie professionnelle, il est placé en retraite pour invalidité. La charge de travail nécessite toujours d'avoir au sein de la collectivité 6 agents aux espaces verts. Donc, la collectivité procède au recrutement de Monsieur B, 24 ans, donc beaucoup plus jeune, pour pouvoir effectuer son remplacement et prendre la suite de ses tâches. Alors la question à laquelle je vous invite de répondre, c'est que faire pour éviter finalement que Monsieur B ne développe les mêmes problématiques de santé, que ce soit dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 15 ans s'il reste à son poste. Quelles sont nos possibilités? Quel est voilà, le panel de leviers que l'on peut actionner? Alors là, je vous invite à donner des réponses. Voilà, n'hésitez pas, il y a aucun souci dans la conversation ici, dans le chat à droite. Toutes les idées que vous pourriez avoir sur qu'est-ce que la collectivité pourrait mettre en place finalement pour éviter que la même situation se représente. Analyse du poste, oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Du matériel. Formation, analyse des risques. Alors, on a beaucoup de réponses qui apparaissent, de la formation, adapter les outils de travail. Le matériel ergonomique. Gestes et postures dès les premiers jours, on retrouve également. Analyse des causes ATMP, tout à fait. Adapter le matériel. Les formations qui reviennent assez souvent. Le choix des EPI qui nous est proposé. Alors, vous nous avez parlé aussi d'évaluation des risques. Alors, en effet, dans vos réponses, globalement, c'est relativement cohérent. En fait, nous, ce qu'on souhaitait aussi, dans un premier temps, évoquer, c'est absolument de passer dans une démarche systémique sur ce type de situation. Quel que soit, alors on a encore des réponses, c'est intéressant, quelle que soit la situation, qu'elle soit individuelle ou collective, il ne faut pas se jeter à corps perdu vers des solutions techniques, vers des solutions d'aménagement immédiatement. L'objectif, dans un premier temps, ça va être de passer par une phase d'analyse. Quels sont les risques? Qu'est-ce qui nous a conduit aux problématiques de santé de ce premier agent qui est parti en retraite pour invalidité? Dans l'équipe également, voilà. Comment savoir vraiment avoir des éléments sur les risques qui sont présents? Et ensuite, seulement dans un second temps, on peut passer sur un plan d'action structuré avec des solutions. Finalement, l'objectif, c'est d'abord l'analyse, ensuite de passer par un plan d'action qu'on pourra réévaluer avec une autre analyse. Donc, si on se base vraiment uniquement sur cette analyse, c'est finalement assez intéressant, puisque dans vos premières réponses, il y a déjà plusieurs éléments qui ont été dits. Vous pouvez reproposer des réponses par rapport à ce qui était dit. À votre avis, comment, dans cette situation, pour un service d'espace vert, comment on peut collecter des données, avoir des éléments sur les risques qui sont présents, à votre avis? Donc, on a déjà eu, je crois, le document unique qui a été proposé. On a également eu, je crois, l'étude de poste dans les premières réponses. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre pour essayer d'avoir le plus d'éléments sur cela?
Alors j'ai vu aussi, hein, il y a eu une proposition d'analyser en effet, hein, les accidents de travail, les maladies professionnelles qui ont été déclarées, donc ça c'est très intéressant, hein, ça peut vraiment enrichir l'analyse. On a vu aussi à un moment, j'ai vu passer donc demander l'avis de finalement monsieur A qui a fait toute sa carrière, sûrement aux espaces verts, donc ça peut être aussi une idée. Observation, en effet, observation du travail. Donc en effet, si on recherche une analyse relativement fine des risques, on peut passer par de l'étude de poste, de l'étude ergonomique qui va nous permettre de nous plonger au cœur des situations de travail. Je vois passer aussi groupe de travail, tout à fait. C'est aussi un bon moyen d'avoir des remontées de la part des agents. Je vois aussi avoir une vision nouvelle, un accompagnement extérieur. Complètement. Ça aussi, ça peut être intéressant, surtout dans le contexte global des services techniques. Ça peut tout à fait être intéressant d'avoir un regard extérieur et relativement objectif qui va se concentrer uniquement sur ce qui est lié au risque, à la santé au travail et donc occulter parfois ce qui peut venir parasiter les échanges, hein, auprès des agents, parce que c'est pas toujours évident de faire la part des choses. Mais si on s'intéresse au risque, tout à fait, ça peut être une solution. Je vois passer l'arbre des causes. Alors, tout à fait, hein, dans tout ce qui est notamment analyse d'action du travail, on peut passer par l'arbre des causes qui nous permet de remonter quelque part à la source des problématiques, de ce qui a créé un accident, par exemple. Alors vous êtes très nombreux à identifier qu'en effet, hein, il faut avoir en fait, le retour d'expérience des agents, hein. C'est eux qui sont experts de leur métier, c'est eux qui font face quotidiennement à leurs problématiques. Donc c'est tout à fait avec eux qu'il faut construire cette analyse pour voir clairement identifier et faire la différence finalement entre travail prescrit et travail réel pour aboutir à une analyse qui soit fine et pour pouvoir par la suite mettre en place des actions qui sont tout à fait pertinentes et en plus qui comme les agents auront été inclus dans cette phase d'analyse, et ben, ils seront encore plus volontaires pour après la mise en œuvre de ces actions. Alors, je vois aussi qu'on a une proposition qui est de faire appel à la médecine préventive, notamment pour l'évaluation des risques. Alors, tout à fait, le suivi médical des agents permet, au travers de comptes rendus de la médecine, alors notamment sur tout ce qui est action au milieu du travail, hein, on peut solliciter le médecin de prévention pour cela, ou bien tout simplement par les fiches de visite médicale, où le médecin peut tout à fait identifier des risques et effectuer quelque part des alertes sur des conditions de travail auprès des collectivités. Alors, on peut aussi avoir voilà, tout ce qui est appui par rapport au CSE, CHSCT, donc ça, c'est une possibilité. Euh, on a également, hein, sur l'étude des risques, je ne sais pas si ça a été évoqué, mais tout ce qui va être métrologie, hein, sur tout ce qui est ambiance, notamment sonore, on peut passer par une phase assez approfondie d'analyse des risques, y compris sur les espaces verts. Je pense notamment au bruit dans les ateliers, et ce qui peut permettre aussi d'avoir des éléments concrets, parce que finalement, quand on veut faire évoluer la prévention des risques, on a aussi besoin, en tant qu'acteur de prévention en interne, d'avoir du concret, des éléments à faire remonter à sa direction, à sa hiérarchie pour activer les leviers de prévention. Donc c'est toujours bien aussi d'abord passer par cette phase d'analyse, d'avoir des éléments concrets, objectifs, peut-être des données chiffrées, statistiques, etc., qui nous permettent derrière de débloquer éventuellement des financements, des moyens pour faire en sorte que les conditions de travail s'améliorent. Alors, je pense que sur cette partie vraiment d'analyse, on, on a un petit peu tout dit. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer plutôt sur la partie pratico-pratique. Et là, ça va plutôt être un retour d'expérience de votre part. Quelles actions, selon vous, pourraient être mises en place? Heu, Vraiment des actions concrètes. Donc là, on n'est plus dans l'analyse, on est vraiment sur des actions techniques,
humaines, organisationnelles, qui vont nous aider à réduire la pénibilité d'un service d'espace vert. On vous propose de nous les reproposer et on va essayer de les trier au fur et à mesure. Par exemple, pour le technique, on a déjà eu la proposition de matériel plus léger. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut déjà inscrire. Voilà, l'objectif de ce petit temps, c'est aussi le retour d'expérience de vous dans vos collectivités, ce que vous avez mis en place et ce qui a fonctionné. Après, ça sera pas forcément adapté à toutes les situations, mais c'est de se donner un regard voilà, qui vient de différentes collectivités. On a eu aussi beaucoup la formation hein, sur l'aspect humain qui est revenu. Donc on peut inscrire un qui a déjà été proposé de nombreuses fois. Alors je répète toujours les formations les plus adaptées possibles aux situations de travail, tournées vers le terrain et vers l'activité réelle des agents. Donc on a également voilà, matériel électrique pour moins de bruit. En espace vert, qu'est-ce qu'on pourrait retrouver à votre avis également comme solution concrète Alors en effet, sur l'organisationnel, on va avoir tout ce qui est alternance des tâches. Donc cette idée de euh, faire une rotation des postes de travail euh, dans l'activité. C'est vrai que les espaces verts, on le sait, alors beaucoup d'activités, même la plupart sont relativement pénibles, relativement contraignantes selon les aménagements qui sont en place. Mais si certaines le sont plus que d'autres et qu'on a une équipe de plusieurs agents, c'est bien évidemment intéressant de faire une rotation des postes, d'organiser le travail de manière à ce que peut-être un agent soit exposé à certains risques sur une demi-journée de travail, mais que l'après-midi, ce soit quelqu'un qui le remplace et donc cet agent puisse avoir des temps de récupération ou bien une activité relativement différente qui va solliciter d'autres parties du corps et donc avoir cette idée de rotation et de limiter les risques. Alors, on nous dit dans notre commune, les agents travaillent en binôme et changent toutes les heures. Ben, tout à fait. C'est vraiment aussi un moyen de prévention. Le travail en binôme, déjà d'une part pour supprimer tout ce qui est risque de travail isolé, et également, on le sait, hein, en binôme, on va trouver plus facilement des stratégies opérationnelles à deux pour contourner certains risques, les limiter et puis, sur des situations, par exemple, de port de charge, eh bien évidemment, le port de charge à 2 va être moins contraignant que seul. Alors j'ai vu Donc, également on nous passer propose donc, également tâches variées et alternées, donc c'est dans la continuité de la rotation des postes, des activités, le travail en binôme qui revient également. Euh, entretien et donc, vérification des EPC, équipements. EPI, Ah, alors ça, on ne doit pas m'attendre. tout à fait, ça va être un moyen de prévention. Alors, je me permets d'intervenir. Du coup, j'ai vu aussi passer entretien et vérification des équipements de travail, hein. Tout à fait, hein, dès lors qu'on met à disposition des équipements de travail auprès des agents, et ben, l'employeur doit s'assurer du maintien en conformité de ces équipements. Alors, on a certains équipements qui sont hein, soumis à contrôle périodique obligatoire, donc par des organismes agréés, tout ce qui est par exemple équipement de levage ou engins automoteurs. Mais globalement aussi, la majeure partie des équipements divers, par exemple, pour rester dans notre cas d'espace vert, tout ce qui est tailleué, débroussailleurs, etc., bah, doit finalement faire l'objet d'un suivi, d'une vérification, de contrôle que l'équipement reste toujours conforme par rapport à ce qui nous a été vendu et que du coup n'expose pas l'agent à plus de risques. Donc, je vois également aussi hein, les équipements de protection individuelle, en effet, en étudiant bien l'exposition au risque pour pouvoir identifier correctement l'EPI nécessaire, hein, parce que l'offre en EPI est très, très diversifiée en fonction des différents risques, hein. Par exemple, si c'est produits chimiques, on va avoir des polymères différents pour les gants de protection. Et donc, il va falloir correctement évaluer, identifier l'usage bah, des produits pour pouvoir correctement identifier l'EPI. Donc ça s'applique à tous les risques, hein.
Donc, intégrer la prévention des risques dès les marchés publics, en effet, hein, en faire une exigence non négociable dans l'intervention des entreprises extérieures ou dans l'achat de matériel. Et je vois aussi, donc pour le port de charge, voilà, la prise en compte des quantités plus petites, hein, que ce soit des sacs bah, par exemple de terreau, des sacs divers de matériel, mais aussi de bah, voilà, les produits, etc. Essayer d'éviter les gros conditionnements qui sont peut-être moins coûteux, mais au final qui imposent aux agents bah, de porter beaucoup plus. Donc en effet, avoir cette réflexion d'acheter plus petit, de se faire aussi livrer peut-être plus souvent pour avoir moins de stockage, pour d'autres risques, hein, liés notamment à l'incendie, etc. Ça c'est aussi intéressant. D'accord. Est-ce que vous auriez d'autres idées du coup par rapport à ce qu'on a pu voir? Donc là, c'est déjà assez riche, hein, analyse systématique des AT. On peut, oui, ça, on peut l'inclure hein, dès lors qu'on a des accidents de travail, que ce soit aussi des presque accidents, parce qu'on parfois on oublie, mais on a des accidents qui sont déclarés, puis on a beaucoup d'accidents qui finalement passent inaperçus parce que l'agent bah, finalement a eu de la chance et n'a pas été blessé. Mais finalement, ces accidents sont aussi très intéressants à analyser puisqu'ils mettent en évidence un risque qu'il convient de prendre en compte. Donc ça, je suis d'accord. Alors, il y a différents acteurs hein, qui peuvent intervenir pour aider des accidents de travail. On peut avoir l'assistant de prévention, le conseil de prévention. On peut aussi faire appel au CHSCT ou même à des compétences externes, hein. Nous, au niveau du service, on est parfois mobilisé sur des accidents assez graves généralement pour aider la collectivité dans l'analyse approfondie de l'accident et pouvoir mettre en œuvre derrière des actions de prévention pour éviter que l'accident ne se reproduise. Faire des rappels réguliers des bonnes conduites, oui, là, on va être complètement dans la sensibilisation. Alors ça, je le vois encore un petit peu, enfin, encore peu, ce qu'on appelle les quarts d'heure sécurité ou les réunions informelles de sensibilisation. Généralement, ce sont les responsables de service qui s'en chargent. Ça peut être intéressant également. Antoine me rejoint parce qu'il a un problème de son. Donc ça peut être intéressant au quotidien de sensibiliser les agents. Alors pas forcément longtemps, hein, c'est vraiment les quarts d'heure sécurité, c'est typiquement, on prend 5-10 minutes en début de réunion pour faire le point sur un risque particulier ou sur une organisation particulière ou nouvelle, mais de manière régulière pour qu'il y ait une habitude qui se prenne de la part des agents. Oui. Alors maintenant, bien pour conclure, je vous propose alors on a noté quelques questions hein, qu'on a vu défiler, mais on en a sûrement raté. Donc si vous avez des questions, bah, finalement c'est le moment. N'hésitez pas à les poser dans le chat, et puis on y répondra au fur et à mesure. Est-ce que peut-être déjà toi tu avais noté? Le document unique est-il obligatoire dans une collectivité de 37 agents? Donc ça, on a déjà répondu. Je vais prendre l'occasion, je vais répondre aux questions que je vais déjà répondre. Ouais, mais je crois qu'en fait c'est pas le casque qui prend, mais vas-y. Alors, on avait quelques questions auxquelles moi je pouvais répondre. On m'a posé la question sur est-ce que les appareils à vapeur peuvent être une alternative à l'utilisation des produits pour le ménage, donc dans les écoles ou dans les crèches? Alors, oui, ça peut être une alternative si ces équipements répondent aux normes. Je sais qu'il y a un certain nombre de normes par rapport aux appareils à vapeur et à leur capacité pour bien désinfecter les sols. Donc ça peut être une possibilité. Après, ce sont des équipements qui vont être relativement lourds, difficiles à manutentionner. Donc pour certains d'entre eux en tout cas. Donc comme toujours, il faut prendre en compte les nouveaux risques qui vont être euh, présents de par cette modification de matériel. Les risques de brûlure aussi. Donc également le risque de brûlure, par exemple, par rapport à ce type d'équipement.
Donc voilà, ça peut être une solution, mais comme toujours, il y a de nouveaux risques qui apparaissent et il faut les prendre en compte. Euh, donc ça peut être une possibilité. Euh, donc voilà. J'avais une autre question aussi qui a été posée. Est-ce que les échauffements en début de journée sont-ils vraiment utiles et est-ce qu'on a des chiffres? Alors non, on n'a pas de chiffres. Par contre, enfin aujourd'hui en tout cas, on n'a pas de chiffres sous la main, mais par contre, leur utilité, elle est réellement présente. Notamment dans le cadre de services techniques. C'est quelque chose qui peut permettre vraiment de limiter les risques d'accidentologie, les risques de blessures. Et donc, ça peut tout à fait être intéressant. Alors après, les échauffements, notamment dans les services techniques, c'est aussi euh, difficile à mettre en place, hein. Une vraie démarche qui doit s'installer. Il faut la prévoir en amont. Il faut bien identifier aussi quels sont les risques encourus dans la journée de travail pour cibler aussi les échauffements. Il faut une personne qui est en capacité d'animer ces échauffements tous les matins, parce que l'objectif, c'est qu'ils soient récurrents. Notamment, là où ils ont toute leur utilité, c'est bien sûr en période hivernale, avec les agents qui travaillent en extérieur. Donc, passer par de l'échauffement peut permettre de aussi limiter les risques. Donc oui, oui, c'est vraiment tout à fait utile. Pas évident à mettre en place. Il faut que les agents adhèrent, jouent le jeu. Mais finalement, par le retour d'expérience que j'ai, une fois que c'est mis en place, que c'est rentré dans les habitudes, que ça devient une routine quotidienne, eh bien, dans ce cas-là, les agents finissent par jouer le jeu. Au début, c'est toujours un petit peu compliqué, mais ça vaut le coup hein, de le proposer, de le mettre en place et de l'instaurer comme une routine. Alors, parmi les questions auxquelles moi je peux répondre, il y avait également comment organiser le travail en binôme. Eh bien, tout dépend des activités qui sont réalisées. Et là, c'est vrai que l'organisation du travail repose beaucoup sur l'encadrement. Euh, L'encadrant dans les services techniques, dans la mesure du possible, doit essayer d'avoir une vision sur plusieurs jours des tâches qui doivent être effectuées dans la collectivité. Et par rapport à ça, essayer d'effectuer un planning des tâches qui peuvent être réalisées à plusieurs, à deux. Euh, Si certaines tâches doivent être, enfin en tout cas sont plutôt réalisées seules, ce qui est intéressant, c'est là encore de faire une rotation dans les agents entre ceux qui travaillent seuls et ceux qui travaillent à deux. Ça peut être une solution pour aussi limiter les risques, en tout cas que certains risques ne reposent pas toujours sur les mêmes agents. Euh, voilà pour les questions que j'avais notées. Est-ce qu'on en a d'autres? Les contenants en plastique. Je te laisse répondre. Vinaigre blanc, j'avais Oui, vinaigre blanc, tout à fait. Alors, j'avais vu une question sur l'usage du vinaigre blanc. Alors, j'ai déjà rencontré une collectivité qui utilisait ce produit pour le nettoyage. À savoir que le vinaigre blanc, finalement, en fonction du taux d'acide acétique qu'il y aura dans le produit, ça peut être un produit qui peut quand même être étiqueté avec une certaine dangerosité. Il est irritant. Donc, ça peut être une solution on va dire, de substitution. Mais il y a des produits, en fait, le mieux, c'est d'aller même sur des produits qui ne sont pas étiquetés. Voilà, qui n'ont aucun pictogramme de danger. Là, ce sera la solution parfaite. J'ai vu aussi quelqu'un qui demandait donc une liste de matériel de signalisation de chantier. Alors on en a pas. Tout va dépendre aussi des chantiers, hein. C'est-à-dire que si ce sont des chantiers sur la voie publique ou à proximité de la voie publique, les règles de signalisation ne seront pas les mêmes. Donc là, j'invite vraiment moi les responsables voirie, les responsables des espaces verts et puis aussi les agents qui mettent en place la signalisation temporaire de chantier, finalement à être formés sur ces règles de signalisation, hein. On est là sur le code de la route. Et donc, pour pouvoir correctement savoir quel panneau utiliser, à quelle distance, sous quels critères on va mettre en place un alternat. Enfin, voilà, il y a des règles bien précises et ça, il est nécessaire de les respecter.
Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Sur l'envoi de la présentation, j'ai vu, on a eu une question sur l'envoi de la présentation. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, hein, pour ceux qui avaient des problèmes de son, le webinaire est enregistré. Donc, on va essayer de voir pour s'organiser pour faire parvenir, si nécessaire, bah, voilà, la présentation et l'enregistrement complet avec nos commentaires. Est-ce que tu as noté autre chose? Non. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Alors là, je vois aussi sur les contenants, hein, qui vont devoir évoluer pour la fin des contenants en plastique dans la restauration scolaire. En effet, ça va emmener beaucoup de changements parce que pour tout ce qui est en liaison froide, on est sur des contenants en plastique qu'on va réchauffer. Donc pour le moment, il n'y a pas, enfin, j'ai pas encore trop suivi les alternatives. Je sais qu'il y a déjà des collectivités qui sont au contenant inox, hein, avec un système de consigne en fait, où ils rendent les contenants et puis voilà, nouveau. Donc en effet, c'est un port de charge qui est plus important, donc bah, qui va nécessiter de la part de la collectivité d'analyser, peut-être trouver des solutions alternatives pour réduire au maximum le port de ces bacs. Est-ce que vous avez d'autres questions Alors, par rapport à le nettoyage à l'eau ozonée, moi, je l'ai très très peu rencontré. Je ferai des recherches parce que là, je n'ai pas de réponse à vous apporter sur cette question. Je me renseignerai pour voir exactement ce qu'il en est, mais c'est vrai que pour l'instant, je n'ai pas de collectivité qui utilise ce type de procédé. Oui, la différence de poids est très importante entre forcément une barquette plastique, donc ah oui, 48 grammes, c'est précis, inox 960 et verre, bah oui, le verre, c'est bien plus. Et puis les risques aussi, hein, le verre, c'est risque de casse, etc. Et aussi la conduction de chaleur, c'est-à-dire qu'une barquette plastique va être moins conducteur en chaleur, donc un risque de brûlure moindre. Et dès que l'on va passer sur l'inox, là, forcément, va y avoir aussi, ça nécessite de se protéger de manière plus importante vis-à-vis du risque de brûlure. Et les aides à la manutention qui viennent. Et après, voilà, les aides à l'alimentation, là, vont avoir vraiment un rôle important à jouer pour pouvoir limiter au maximum le port, en fait, de ces bacs en inox. C'est bon? N'hésitez pas si vous avez des dernières questions avant qu'on clôture ce webinaire. En tout cas, donc, nous vous remercions vraiment de votre participation. C'était très intéressant comme expérience, donc on le refera. On vous serait invité aussi prochainement à répondre à un petit sondage qu'on vous enverra à votre lien, donc votre adresse courriel que vous nous avez envoyé pour l'inscription, pour collecter votre avis sur ce webinaire, sur ce format de matinée de prévention. Voilà, donc ça, on le fera, je pense que ça partira cette semaine. Et donc, bah, merci d'avance de vos réponses. Et merci pour vos remerciements. Voilà, est-ce que tu veux clôturer? C'est bon. Eh bien, merci à tous. On vous souhaite une bonne fin de journée. On reste à disposition, hein, que ce soit Antoine Beauchef ou le service de sécurité pour répondre à vos questions. Voilà, si vous avez des problématiques, si vous rencontrez des problématiques en santé, sécurité au travail, il ne faut pas hésiter. C'est aussi notre rôle au centre de gestion. Merci à tous et bonne journée. Au revoir.